Hello. Cheers. Have you always wanted to learn English but never knew where to start? Have you always wanted to get rid of that bloody French accent? Well, search no more. In this video I'm going to share my best tips and advice on how to learn English and speak it fluently with a good accent that can sometimes fool some people, not many. Alright, let's get started. Salut, je m'appelle Lisa, je suis passionnée de culture, de voyage de manière générale, mais en particulier de langue. Et j'ai décidé de faire cette vidéo pour partager un peu mes trucs et mes astuces sur comment j'ai réussi à devenir bilingue en anglais. Alors je ne suis pas prof d'anglais, je ne suis pas professionnelle de l'apprentissage des langues de manière générale, je ne suis pas la meilleure en anglais au monde, rien de tout ça. Mais j'ai travaillé longtemps sur mon niveau d'anglais, sur mon accent en particulier. Et je trouve que je suis parvenue à un niveau qui en tout cas me satisfait, que j'estime être assez bon, même si j'ai encore des améliorations à faire. Je peux encore travailler sur mon accent, sur mon vocabulaire, etc. Je suis bilingue à l'heure actuelle et si je fais vraiment des efforts et que je me concentre, je peux passer pour une anglaise pour des petites conversations. Ouais, je sais. Alors avant de parler de mes astuces, mes trucs, etc. purs et durs, je voulais commencer par parler de mon parcours, expliquer un peu ce que j'avais fait comme études, etc. pour parvenir à un bon niveau d'anglais, parce que c'est vrai que les études que j'ai faites, les expériences professionnelles, etc., mes voyages, etc. m'ont aidé dans mon apprentissage de la langue, donc ça me semblait important d'en parler. Alors je suis pas née dans une famille bilingue du tout, je suis née en France, à côté de Lyon, dans une famille 100% française, et j'ai vraiment appris l'anglais de zéro de moi-même. Je pense comme beaucoup de personnes, j'ai commencé l'anglais à l'école, j'ai commencé en primaire, mais c'était vraiment des trucs bateaux, on apprenait des petits mots ici et là, apprendre à dire hi, my name is, donc vraiment j'ai commencé l'apprentissage de l'anglais au collège. Donc au lycée, je me suis spécialisée puisque j'ai fait la section littéraire spé anglais. Donc j'avais un cours d'anglais en plus des cours de ma LV1 normale. Et ensuite, je suis allée dans une école supérieure. Et c'est là que ça fait une sacrée différence dans mon parcours parce que je suis pas allée juste en fac, je sais pas, de droit ou de commerce ou je ne sais quoi, avec des cours de langue. Je suis allée dans une école à Lyon qui s'appelle l'Estrie. C'est l'école supérieure de traduction et relations internationales qui en fait propose des cours en version trilingue. Donc je faisais, donc évidemment on a le français et je faisais anglais et italien. Et donc en fait on avait des cours non pas de langue mais en langue. Donc par exemple on avait des cours de civilisation américaine en anglais, des cours de traduction en anglais, enfin voilà, enfin vraiment de plein de choses différentes. Et vraiment, puisqu'on avait des cours en langue, et non pas de langue, donnés par, dans 90% des cas, des profs natifs, bah franchement ça a été un grand changement parce que je pense que comme beaucoup de gens, j'ai eu que des profs français jusqu'à la fac. Tout mon primaire, collège, lycée, j'ai que eu des profs français. Certains excellents, hein, mais quand même, il y a le côté, c'est pas des natifs. Et donc là, nos profs à la fac, non seulement pouvaient nous donner des cours en langue, enfin c'était hyper fluide, c'était du très bon anglais forcément, vu que c'est leur langue natale, mais ils pouvaient aussi partager un peu de leur culture, nous apprendre des choses que des profs français n'auraient pas pu nous apprendre. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment hyper enrichissant. J'ai adoré, même si ça n'a pas été hyper facile tous les jours. J'ai vraiment adoré mes études. Et du coup, donc j'ai fait ça pendant 3 ans et en fait j'ai continué 2 ans de spécialisation dans un master. Pas très important pour cette vidéo, donc voilà. Et du coup j'ai fait 5 ans au total dans cette école. Sachant que une des caractéristiques de cette école, c'est de faire c'est d'être très professionnalisante. Donc on fait beaucoup de stages, d'expériences professionnelles, etc. Donc en première année, je suis partie 6 mois à Londres
On était censé faire une immersion socio-professionnelle, c'est-à-dire partir déménager en fait pour 6 mois dans un pays anglophone, y trouver un travail, un logement et vraiment s'immerger dans la culture et vivre comme une personne locale quoi. Donc je suis partie à Londres parce que c'était plus simple, moins cher, que j'avais ma soeur sur place au cas où, donc il y avait un petit côté rassurant aussi et j'ai toujours été absolument obsédée par l'Angleterre, Londres en particulier, mais vraiment l'Angleterre et le Royaume-Uni de manière générale. J'adore ce pays, je ne sais pas expliquer pourquoi, j'ai toujours eu une fascination pour l'Angleterre et le Royaume-Uni. Vraiment l'Angleterre avant d'y habiter et maintenant que j'habite au Royaume-Uni, vraiment ça s'est étendu. Enfin j'adore apprendre des choses sur l'Écosse, le Pays de Galles, l'Irlande du Nord, etc. Donc enfin bref. Mais en tout cas à l'époque c'est pour ça que je suis partie à Londres parce que c'était pratique, moins cher en termes de billets d'avion, que c'était pas trop loin, que j'avais ma soeur et que c'était Londres quoi. Trop bien. Donc voilà. Il faut savoir que avant de partir, j'étais déjà, vu que j'ai ma soeur à Londres, je suis déjà partie plusieurs fois en voyage, genre pour 1 semaine ou 2 semaines ou quelques jours pendant les vacances ou pendant l'été, pour être à Londres et m'immerger un peu dans la culture. Alors forcément j'étais avec ma soeur donc on parlait souvent en français. Entre autres dans un de ces voyages, j'ai fait 1 semaine de cours de langue, de cours d'anglais à Londres, dans une école qui s'appelle la Callan School, c'est pas très connu. Mais si jamais vous avez l'occasion de tester la méthode Callan, je vous la recommande parce qu'en fait tout le principe, et moi ça m'a vraiment fait un déclic en termes de mon apprentissage d'anglais, tout le principe de la méthode Callan c'est de parler sans réfléchir. Et au début on peut se dire c'est débile parce que forcément tu fais des fautes, enfin il faut un peu, enfin tu sais pas quoi dire si tu réfléchis pas, et en fait l'idée c'est c'est que la langue devienne un réflexe, de faire switcher ton cerveau pour qu'il pense en anglais pour toi sans qu'il ait besoin de toi y penser. Je sais pas si c'est clair. Mais en gros, il fallait aller hyper vite, répondre hyper vite au prof. C'était vraiment du tac au tac, on passait d'un étudiant à l'autre. Enfin, c'était vraiment hyper déroutant. J'ai eu envie de pleurer le premier jour. Mais vraiment, ça a été un gros déclic parce que je me suis dit, mais oui, en fait, c'est ça, il faut formater ton cerveau pour qu'il pense de lui-même et que ça devienne un réflexe et que ce soit pas une torture de parler anglais et que ce soit pas juste, faut que je réfléchisse à l'auxiliaire to be plus ing, enfin non, tout ça là, non. Donc la grammaire, tu oublies avec la méthode Callan et vraiment, moi, c'est ce que je préfère. Donc avec cette méthode, on parle pas de grammaire, tu apprends du vocabulaire, mais tu apprends surtout le parler en fait. Donc c'est essentiellement de l'oral, si je me souviens bien. Et c'est ce que moi je cherchais, parce qu'au final, une langue, il faut la parler avant de pouvoir l'écrire. Pouvoir l'écrire c'est super, mais bon, pour communiquer dans la vraie vie, c'est pas ça qui va te sauver. Tu vas pas te balader avec un tableau Velleda et écrire tout ce que tu veux dire, pour pouvoir discuter avec les gens. Et les comprendre surtout, et ça c'était le point que je voulais vraiment développer. Donc ça a été un peu traumatisant, je ne le cache pas, mais au final ça a été vraiment un gros déclic et ça a été hyper efficace en tout cas sur moi. Donc en première année de fac, je suis partie 6 mois en Angleterre, je suis revenue passer mes examens et ensuite je suis repartie pour 2 mois, donc j'ai fait 8 mois au total cette année-là, c'était en 2012. Parce que en 2012 il y avait les JO de Londres, donc c'était une expérience super sympa. Ensuite je suis rentrée en France pour finir mes études. Donc j'ai fait ma 2e et ma 3e année en France à la fac. J'ai fait mon stage de fin de 3e année en France. Et ensuite en 4e année, parce que ma 2e langue c'est l'italien et que je voulais quand même maintenir, parce que mon but c'est toujours d'être trilingue. Et vraiment l'italien, j'étais nulle, vraiment nulle à chier. Et du coup, je suis partie en Erasmus pour un semestre. Donc le premier semestre de ma 4e année, je suis partie en Erasmus à Rome. Et au 2e semestre, j'ai fait un stage professionnel à Milan. Donc j'ai fait 1 an en tout en Italie. Ce qui m'a bien aidée en termes d'italien, même si j'étais toujours pas hyper forte. Vraiment, ça m'a aidée. Mais du coup, c'est vrai que j'ai un peu perdu l'anglais.
parce que je l'ai pas utilisé autant et que du coup quand tu n'utilises pas une langue c'est un peu compliqué et tu le perds. Donc c'est vraiment, il faut faire attention à s'entraîner toujours et c'est pour ça que là depuis un an à peu près je me suis un peu remis à l'italien et j'essaye vraiment de m'entraîner et de m'améliorer parce que sinon je vais le perdre complètement. Et du coup ensuite en 5e année j'ai fait la majorité de ma 5e année, ça se finissait en février à peu près les cours. Donc j'ai fait jusqu'en février en France et ensuite j'ai déménagé en Angleterre en mars 2016 définitivement. Je savais déjà depuis ma première année que je voulais revenir en Angleterre. Ça avait été tellement une expérience géniale, c'était la meilleure année de ma vie franchement. J'avais adoré vivre en Angleterre, je me suis toujours sentie chez moi ici, je me suis toujours sentie comme à la maison. Et quand j'ai vraiment vécu là-bas, enfin ici du coup, plusieurs mois de suite en 2012, vraiment j'ai eu un déclic, je me suis dit mais je peux habiter ici et faire ma vie ici, j'adore vraiment. Et du coup depuis ma première année, je m'étais dit je reviendrai et je suis revenue du coup en fin de 5e année. J'ai fait mon stage de fin d'études à Londres et ensuite je suis rentrée sur le monde du travail. Alors, les choses que j'ai utilisées et que j'utilise encore pour apprendre l'anglais et pour devenir bilingue, la majorité, quand même, faut pas se leurrer, ça a été mes études et mes expériences de vie, entre guillemets, donc mes voyages, mes stages, etc. Et puis, travailler et vivre en Angleterre, forcément, ça aide aussi. Mais il y a quand même plein de choses que je fais, que je mets en place pour vraiment continuer à m'améliorer, à améliorer mon accent. Parce que juste vivre dans un pays, même si tu parles la langue tous les jours, ça veut pas dire que tu deviendras bilingue. Il y a plein de gens qui deviennent bilingues sans avoir jamais vécu dans un pays qui parle la langue qu'ils apprennent. Et il y a aussi énormément de gens qui vivent en Angleterre en l'occurrence, et surtout à Londres, qui ne deviennent jamais vraiment bilingues, et surtout les Français. Mais le nombre de Français que j'entends avec des accents à couper au couteau, qui font 8 fautes par phrase, j'en croise tous les jours. Donc c'est pas une garantie de devenir bilingue que d'habiter dans le pays. Donc pour ceux qui n'ont pas l'opportunité, ne vous en faites pas, c'est pas parce que vous pouvez pas habiter dans le pays que vous pouvez pas être bilingue. La chose la plus importante que je fais, ou en tout cas ce que je fais le plus souvent, c'est de regarder des films, des séries et des vidéos YouTube en anglais. Alors c'est classique, je sais, mais je regarde pas avec les sous-titres français, jamais de la vie, je regarde avec les sous-titres anglais. Et même maintenant que je comprends très bien l'anglais, même si certains accents c'est un peu compliqué, l'Écosse, je regarde quand même tout, quasiment tout, avec des sous-titres anglais. Ce qui fait que quand je découvre un nouveau mot, une nouvelle expression, une manière de dire quelque chose que je connaissais pas ou que je comprends pas, et du coup je peux le visualiser parce que j'ai le sous-titre et je vois comment ça s'écrit et je peux mieux comprendre parce que des fois avec l'accent on pense que c'est un mot mais en fait ils en disent un autre. Enfin bref, ça peut vite être compliqué. Donc je fais souvent ça, regarder les films et les séries avec des sous-titres. Je le fais rarement sur YouTube parce que la plupart du temps les sous-titres ils sont pas forcément hyper exacts puisque c'est un logiciel qui les reconnaît. Mais sur Netflix, Amazon, etc. je regarde systématiquement tout avec les sous-titres anglais pour pouvoir me familiariser avec de nouveaux mots sans vraiment y réfléchir, sans vraiment y penser. C'est juste c'est là et ça m'arrive dans la tête quoi. Après je regarde aussi beaucoup de vidéos YouTube et surtout des vlogs ou des choses comme ça beaucoup plus, des vidéos spontanées parce que les gens ont tendance à parler du coup de manière très spontanée. Donc c'est pas comme dans les films ou les séries où c'est très précis, les dialogues sont déjà écrits, etc. Là les gens sont beaucoup plus naturels et spontanés et du coup c'est vraiment le vrai anglais qu'on entend avec les mots d'argot ou les mots qui se disent pas vraiment dans les films ou les séries. Ce serait la même chose en français. On parle pas forcément dans la vie de tous les jours comme dans un film ou une série. Bon, ça dépend quoi évidemment, mais on a tendance à être plus spontané dans la vie réelle. Et du coup sur YouTube j'aime bien regarder les vlogs ou ce genre de vidéos parce que les gens sont beaucoup plus spontanés et que du coup ça habitue mon oreille à des manières de parler beaucoup plus spontanées et du coup mon cerveau enregistre ça et du coup quand il s'agit de m'exprimer moi-même,
et ben voilà, j'ai beaucoup plus d'options de langage naturel à shipper un peu partout pour former ma propre expression. C'est compliqué comme explication, hein, mais voilà. Après, autre chose que j'essaye d'utiliser au maximum, c'est de lire. Mais alors, attention, je lis pas énormément de livres en anglais parce que je trouve ça épuisant. Franchement, c'est beaucoup plus... je suis beaucoup plus lente à lire en anglais qu'en français, forcément, parce que c'est pas ma langue natale. Et que même si je le comprends très bien et que j'ai rarement des problèmes de compréhension dans un livre, il faut quand même faire un effort supplémentaire. Et du coup, je prends moins de plaisir à lire en anglais, donc j'avoue que je lis pas énormément. Je lis quand même un peu des livres, j'essaye. En revanche, je lis beaucoup genre les news, les infos, etc., des articles sur internet, sur mon téléphone ou quoi. Ça, je le fais énormément en anglais. Et aussi les réseaux sociaux, suivre des comptes Instagram, Twitter ou autres, en anglais, et des personnes vraiment d'un peu partout dans le monde. Et comme ça, quand je regarde les stories, je me familiarise à plusieurs types d'accents, plusieurs types d'expressions, de façons de parler. Et du coup, ça aide énormément pour après, moi, parler dans la vraie vie. Mais voilà, une bonne manière d'améliorer son anglais sans vraiment y réfléchir et sans se poser et suivre des cours et des trucs, c'est penser à ce que vous faites déjà en français sur les réseaux sociaux ou lire des journaux ou lire des livres ou quoi que ce soit, les choses que vous aimez faire qui requièrent un petit peu de compréhension, soit écrite, soit orale. Essayez d'en faire de plus en plus en anglais petit à petit, alors suivre de plus en plus de comptes et vraiment lire les descriptions Instagram plutôt que de juste liker la photo, d'essayer de faire petit à petit de plus en plus de choses qui nous sont naturelles dans notre langue natale, et bien de les faire en anglais pour que ça devienne naturel aussi. Vous voyez ? Autre chose aussi que j'utilise moins, mais que j'utilise quand même de temps en temps, c'est des applications comme Duolingo. Alors vous avez d'autres trucs genre Babel, il y en a d'autres. Moi j'utilise Duolingo parce que y a la version gratuite, donc voilà. Et Duolingo j'aime bien parce que c'est rapide, ça prend pas la tête. En tout cas pas trop longtemps, tu peux faire ça 5-10 minutes tous les jours et voilà. J'avoue que je l'utilise plus pour l'anglais parce que ça m'a saoulée. Mais je l'utilise énormément pour l'italien et pour m'améliorer, notamment pour le vocabulaire et pour les basiques que j'ai oubliés ou que j'avais pas compris et que en fait, bref. Du coup, je l'utilise pour l'italien, mais si vous débutez un peu en anglais ou si vous êtes à un niveau de intermédiaire à avancé, mais que vous aimeriez bien avoir plus de vocabulaire, d'apprendre des choses un peu plus concrètes que juste d'écouter de l'anglais, etc., ça peut être pas mal. Ce qui est un peu frustrant, c'est que du coup, on n'a pas les explications quand on fait des fautes. Donc, il faut un peu essayer de comprendre par soi-même. Mais c'est quand même assez sympa, moi j'aime bien. J'ai aussi découvert une application récemment, c'est un jeu un peu comme le Petit Bac, que du coup je fais en anglais. Donc je vous montrerai des... Et en fait j'utilise pour vraiment développer mon vocabulaire. Ça me fait apprendre plein de mots et ça me permet de fouiller dans mon cerveau pour réutiliser des mots que j'utilise pas souvent. Donc c'est vraiment purement vocabulaire. Vu que moi faire des fiches de vocabulaire et rechercher dans le dico, tout ça, non, c'est pas la peine, moi ça me gonfle très rapidement. Donc ça c'est un bon moyen que j'ai trouvé pour vraiment enrichir mon vocabulaire, et ça pour le coup je l'utilise en ce moment. Alors je sais pas combien de temps ça va durer, j'ai tendance à vite me lasser des choses, des jeux en général. Mais j'ai trouvé ça pas mal et du coup j'ai voulu partager parce que c'est pas du tout une application d'apprentissage ou quoi. Mais quand on parle déjà la langue, même moyen, sans forcément être excellent, on peut se débrouiller un peu et apprendre des mots, des choses de la culture aussi. Donc voilà, je voulais partager. Et la dernière chose que je voulais mentionner dans les supports que j'utilise, c'est pas vraiment un support puisque c'est les gens. Alors je vis en Angleterre, donc forcément je suis entourée d'anglophones, donc c'est très facile pour moi. En revanche, si vous êtes en France ou dans un autre pays et que vous n'avez pas forcément accès à des personnes dont la langue maternelle est l'anglais, vous pouvez chercher sur des groupes Facebook
sur des forums, etc. Il y a toujours des gens qui cherchent à échanger en langue, donc cherchez quelqu'un, un anglais qui cherche à apprendre le français par exemple, et faites-vous des cours Skype, enfin des sessions Skype, vous parlez, je sais pas, une demi-heure en français, une demi-heure en anglais, pour vous entraîner un peu, ça c'est super. Je dis ça, je l'ai jamais fait, mais dans l'idée ça me paraît super. Et si vous avez accès à des personnes vraiment natives, enfin anglophones, vraiment utilisez ça pour... utiliser cette opportunité pour vraiment leur poser des questions sur leur culture en particulier, parce que c'est hyper enrichissant et que du coup des fois on comprend mieux certaines expressions. Moi ce que j'adore faire c'est, j'ai une copine qui habite à Liverpool, qui vient du Kent, donc dans le sud, mais qui habite à Liverpool, et si vous le savez pas, Liverpool ils ont un accent qui s'appelle le Scouse, qui est extrêmement fort, pas très joli, c'est un peu germanique dans la consonance. It just sounds funny, innit? Scran's just a weird word. Scran, going for scran, like going down the arse for some scran. That just seems... Et du coup, quand on bossait ensemble, on bosse plus ensemble, mais quand on bossait ensemble, tous les jours je lui apprenais un mot de français et elle m'apprenait un mot de l'argot scouse, ou bien une expression typiquement anglaise que je connais pas. Et des fois, quand je rencontrais un mot que je connaissais pas bien, ou une expression, j'étais un peu en mode ça veut dire quoi ça, ou c'est d'où ça vient, ou enfin voilà, j'avais des questions autour d'une expression en particulier. Les gens utilisent des expressions ou des mots que je comprends pas. Et si c'est dans la conversation et que je peux pas interrompre parce que c'est un peu relou, ou qu'il y a d'autres gens, etc., je laisse passer. Mais j'essaie de retenir et en général je demande soit à la personne qui l'a dit, soit à quelqu'un d'autre en mode mais ça, ce mot tu l'utilises dans quel contexte? Parce que on a tendance à apprendre l'anglais correct, entre guillemets, même si on peut apprendre genre des jurons, etc. Mais l'anglais vraiment parlé, familier, je trouve qu'on l'apprend pas si facilement que ça. Et que même si tu regardes des séries, des films où ils parlent hyper familièrement, je trouve qu'il y a plein d'expressions et plein de choses que les gens disent que tu apprends que dans la vraie vie. Et encore aujourd'hui, j'apprends encore des trucs qui sont utilisés souvent et je me dis mais pourquoi je l'avais jamais capté jusqu'ici? Parce que ce qu'on fait souvent quand on parle bien une langue, c'est que quand on comprend pas un mot, on passe à autre chose. Tant qu'on comprend le sens global de la phrase et de ce qu'on nous dit, si on comprend pas un mot, c'est pas grave. Et du coup, il y a plein de mots comme ça où on passe juste au-dessus et on l'enregistre pas. Et un exemple de ça, c'est le mot skint, qui en fait, et je l'ai pas compris correctement tout de suite, parce que je pensais que skint, c'était genre radin. Et en fait, non. Skint, ça veut dire que t'as pas de sous. Je connais quoi l'équivalent en français? Fauché. Fauché. Donc skint, c'est fauché. C'est très anglais, enfin c'est très britannique comme mot. Je suis pas sûre, je l'ai jamais entendu dire par des Américains ou dans des vidéos ou des films ou quoi. Je l'ai uniquement entendu dire par des Britanniques. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas voilà. Et c'est un mot que j'avais déjà entendu, mais sans m'attarder dessus, parce que dans le contexte de la phrase, j'avais compris le sens et que le sens du mot, voilà. Et du coup, depuis que... Parce que l'anecdote, c'est que je l'ai utilisé dans une conversation avec ma manager, avec mon ancienne manager, parce que je voulais dire que je manageais des équipes, et ils étaient censés organiser des événements, et une équipe dont je m'occupais, ils avaient vraiment du mal à dépenser leur budget pour investir dans leurs événements et faire de bonnes choses. Et donc je parlais à ma manager de ça, et je lui ai dit que vraiment ils étaient skint. On parlait familièrement entre nous, donc c'était pas un problème. Mais parce que moi, je l'ai dit dans le sens, ils sont vraiment radins et j'arrive pas à leur faire dépenser les sous qu'ils ont pour faire de meilleures choses pour leurs clients. Et du coup, elle m'a arrêtée en mode mais comment ça, skint, qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce qu'ils ont des problèmes? Est-ce qu'ils ont tout utilisé leur budget? Et elle a paniqué parce que c'était une des équipes avec le plus gros budget de la boîte. Du coup, elle a un peu paniqué en mode mais ils ont déjà tout utilisé? Alors que non, je voulais juste dire qu'ils étaient radins et qu'ils voulaient pas utiliser leur budget, alors que il y avait zéro raison et que bref, on s'en fiche du contexte. Mais voilà, et du coup, ça m'a un peu fait réfléchir. Je me suis dit ah merde, j'ai utilisé un mot et je savais pas.
Sur le coup, je me suis sentie super conne, mais au final, ça m'a fait réfléchir au fait qu'en fait, il faut prendre des risques et utiliser des mots qu'on n'utilise jamais, qu'on n'a jamais utilisés, pour essayer d'enrichir son vocabulaire, et que si j'avais jamais utilisé ce mot, j'aurais probablement mis des mois ou des années avant de me rendre compte que la vraie définition, c'était pas radin, mais fauché. Voilà. Alors j'ai regroupé 4 conseils que je recommande si vous cherchez à vraiment vous améliorer dans une langue et devenir bilingue, pas que pour l'anglais de manière générale, et que c'est des choses que j'ai appliquées ou que j'applique pour vraiment m'améliorer. Alors le premier conseil, c'est de parler et de lire à voix haute. Alors je sais que c'est pas forcément facile, surtout si on n'habite pas seul, et que ça peut être juste hyper malaisant et hyper gênant juste de s'entendre parler à voix haute tout seul dans une autre langue. Mais pour la prononciation, vraiment il n'y a que ça de vrai. C'est la méthode la plus efficace selon moi, parce que quand on parle, que ce soit en cours ou dans la vie avec des gens, etc., on n'ose pas parler aussi bien qu'on peut parler. On n'ose pas faire un super accent. On n'ose pas vraiment même faire des erreurs en essayant une prononciation un peu où on se la raconte, que ce soit un accent anglais, que ce soit un accent, je sais pas, irlandais, américain, australien, peu importe. En France, on a tendance à se moquer, entre guillemets, des gens qui parlent très bien une langue étrangère, notamment l'anglais. Et si en cours tu prononçais une phrase super bien avec un super accent, tout de suite on te traitait de bilingue, regarde l'américaine. Je pense que vous voyez ce dont je veux parler. On a tendance à pas encourager les gens qui essayent de bien prononcer l'anglais. C'est pas vu comme cool. Enfin, c'est vu comme si une personne qui essaye de bien prononcer et qui parle bien une langue se la raconte et se la pète, alors qu'en fait non, juste elle essaye de bien parler et de s'améliorer. Et du coup je pense que c'est un gros problème, pas que en France, mais en particulier en France. Et je pense que c'est un gros problème vis-à-vis de l'apprentissage des langues et en particulier des accents de manière générale. Et je pense que c'est une des raisons qui font qu'il y a énormément de Français qui parlent anglais bien mais avec un fort accent français. Et je sais que moi ça m'a un peu empêché quand même de tenter des trucs, et même pas forcément ça, mais même dans la vie. J'osais pas forcément parler ou dire des choses avec une prononciation très anglaise, parce que je me disais mais on va se dire mais pour qu'elle se prend celle-ci. Du coup ça m'a un peu bloquée, et ce qui m'a vraiment aidée c'est de lire à voix haute. Donc j'ai commencé par prendre des livres un peu faciles, genre Harry Potter ou des choses bateau, ou bien des articles de journaux, etc. Et je lisais à voix haute, à moi-même, mais avec le meilleur accent possible, mais quitte à être ridicule et quitte à se prendre pour la reine, mais vraiment essayer de prononcer, parce que il faut habituer sa bouche à la prononciation anglaise, parce que la façon dont on prononce des mots en français, c'est très typique des mots français et de la façon dont on parle en français. En Angleterre, ils n'utilisent pas leur bouche pareil, parce qu'ils n'utilisent pas les mêmes mots et pas la même façon de parler. Et du coup, c'est important d'entraîner sa bouche à parler à l'anglaise. Alors, je parle de l'anglais d'Angleterre, hein, parce que dans ma situation, c'était ça. Mais si vous voulez avoir un accent américain, et faites ça à l'américaine, etc. Mais c'est important d'entraîner son corps, en l'occurrence sa bouche, sa langue, etc., à prononcer à l'anglaise pour que ça devienne plus un réflexe et que ça devienne beaucoup plus naturel et fluide. Et petit à petit, ça va aider pour quand on prononce... je sais pas si je trouve un exemple. Est-ce que j'ai quelque chose d'écrit en anglais? Non, évidemment. Attendez. Donc, si je prends au hasard dans un livre une phrase qui dit « There's nothing you can do about the weather ». Ça, c'est si je le prononce dans ma vie de tous les jours. J'ai un léger accent français, si je fais pas d'effort. Mais si j'étais toute seule et que je m'entraînais à la prononciation, vraiment j'essaierais d'exagérer au maximum. Donc je ferais par exemple There's nothing, et essayer de vraiment articuler au maximum. Et on a l'air stupide, hein.
je le sais, mais je fais cet exercice ainsi. There's nothing you can do about the weather. Et quand on m'entend, on a envie de rigoler, on est d'accord. Mais mine de rien, c'est comme ça que les gens parlent. Alors pas comme ça, mais vraiment la façon de prononcer. Et puis le do, do, on peut le prononcer juste do, mais en Angleterre, ils ont une tendance à faire do. Et c'est pareil pour le hello. Hello. Il y a une pointe de O. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref. Du coup, c'était juste pour montrer un exemple de comment lire à voix haute et se parler à soi-même à voix haute. Ça aide vraiment pour la prononciation parce qu'on n'a pas peur d'être ridicule, parce que notre seul public c'est nous-mêmes et que du coup ça permet vraiment de s'améliorer. Et vraiment ça peut paraître ridicule comme conseil, mais je pense que c'est la chose la plus efficace, mais de très loin, pour améliorer son accent. En tout cas pour moi, c'est ce qui a le plus marché. Si on a des difficultés à savoir comment prononcer les choses, du coup on peut chercher soit des vidéos, etc. Je vais vous mettre un lien vers une chaîne YouTube, je crois qu'elle s'appelle Lucy, je sais plus. Je vous mettrai le lien en barre d'infos vers une chaîne YouTube que j'aimais bien, que j'aime toujours mais je regarde plus trop. Mais pendant un moment je regardais tout le temps pour avoir vraiment la vraie prononciation typique anglaise. J'ai vraiment l'accent de la reine pour vraiment prononcer correctement, et j'utilisais énormément ces vidéos combinées à des textes que je lisais moi-même chez moi, des articles, des livres, etc. pour vraiment m'améliorer, et ça a fait une grosse différence sur mon accent de manière générale. Deuxième conseil, si vous avez un très bon niveau d'anglais et que vous voulez le perfectionner et vraiment avoir un très bon niveau d'anglais et être bilingue et vraiment génial, je le fais pas toujours, j'avoue, mais c'est important de le faire. C'est quand vous rencontrez un mot de vocabulaire, une expression, quelque chose que vous ne connaissez pas, soit vous cherchez immédiatement, soit vous le notez quelque part dans votre tête, dans votre téléphone, peu importe, et vous cherchez plus tard la signification, l'usage, soit vous cherchez dans des dicos, dans Word Référence, ou bien si c'est du slang, c'est des mots familiers, des expressions familières, etc. Vous pouvez utiliser Urban Dictionary, qui est hyper pratique et qui m'a sauvé la vie dans beaucoup de situations et notamment beaucoup de conversations écrites. Et vraiment, je trouve que c'est important quand on veut se perfectionner dans une langue, c'est quand on rencontre un mot de vocabulaire, de le chercher tout de suite et de ne pas laisser passer comme on le fait au début. Quand on commence à apprendre la langue, je trouve que c'est pas nécessaire parce que oui, effectivement, ça enrichit le vocabulaire, mais la priorité quand on apprend une langue, c'est de pouvoir la parler de manière courante et fluide. Et il faut vraiment faire l'effort de chercher les mots de vocabulaire et les expressions parce que c'est ça qui nous rend vraiment bilingues, et il faut aussi essayer de les réutiliser, ces mots-là, pour vraiment les enregistrer. Donc si vous apprenez une expression, essayez de la caser sous 24 heures ou dans la semaine, histoire de vous familiariser avec et que votre cerveau l'enregistre vraiment comme c'est une nouvelle information, on rajoute à la pile. Mon troisième conseil, c'est un peu étrange, mais c'est de faire une surconsommation de la langue. C'est-à-dire que, en fait, il n'y a rien de plus efficace que de s'immerger dans la langue pour vraiment saturer son cerveau et développer un réflexe à la langue. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'il n'y a rien de mieux que d'aller dans un pays anglophone pour apprendre l'anglais, mais c'est parce qu'en fait, dans ce cas-là, on est complètement immergé par la culture et par la langue, et on entend de l'anglais de partout. Mais c'est pas nécessaire d'être en Angleterre pour avoir ce genre d'environnement. On peut le faire soi-même, c'est-à-dire en écoutant tout le temps de la musique en anglais, en regardant uniquement des films et des séries en anglais, en lisant uniquement en anglais, en mettant son téléphone en anglais, toutes les applications en anglais, etc. Se baffrer entre guillemets de culture et que tout soit en anglais pour qu'il y ait vraiment on ait une surconsommation de l'anglais et que du coup on habitue notre cerveau et qu'il y ait moins de résistance et que ça devienne beaucoup plus naturel, beaucoup plus spontané d'entendre de l'anglais et du coup on comprend mieux, mais aussi de parler l'anglais de manière générale. Parce que avoir une meilleure compréhension de l'anglais, forcément ça va nous aider à nous exprimer parce qu'on aura plus de vocabulaire, on sera beaucoup plus confortable avec la syntaxe, la grammaire, même sans s'en rendre compte. Vu qu'on en entendra et qu'on aura compris beaucoup plus d'anglais et de phrases correctes, et bien du coup on les ressortira beaucoup plus naturellement.
Et enfin, mon quatrième et dernier conseil, c'est un peu bateau, mais c'est très vrai, c'est qu'il faut prendre du plaisir. Par là, j'entends que si on veut apprendre une langue, si on n'a pas envie d'apprendre la langue, d'apprendre des mots, d'apprendre des choses sur la culture du pays aussi, si on n'a pas une certaine passion, entre guillemets, sans être vraiment ultra passionné, mais si on n'a pas vraiment un intérêt certain pour la langue et l'apprentissage, bah au final ça va être une torture que d'apprendre la langue et de devenir bilingue, parce que déjà ça va prendre beaucoup plus longtemps et on aura une résistance à la langue certaine. C'est-à-dire que si là on me force à apprendre, je sais pas, l'allemand, c'est pas une langue qui me plaît particulièrement. Bah, du coup, si j'ai envie d'apprendre l'allemand et d'être bilingue, bah, ça va me prendre une éternité, ou en tout cas ce qui me semblera être une éternité, parce que ben, ça me gonflera quoi. Donc vraiment, si vous voulez apprendre l'anglais, ben, faites-le pour les bonnes raisons et pas simplement parce que ça va être pratique et que c'est une nécessité sur le CV. Même si forcément dans beaucoup de cas, ben, c'est la raison pour laquelle les gens apprennent l'anglais, essayez d'apprendre des choses sur la culture, essayez de vous focaliser sur un pays. Donc moi j'ai fait ça pour l'Angleterre, mais si vous êtes fasciné par je sais pas, les États-Unis ou le Canada ou la Nouvelle-Zélande ou l'Inde, ou enfin je sais pas, un pays qui vous passionne vraiment, où on parle anglais, et ben immergez-vous dans cette culture-là, faites des recherches sur l'histoire, regardez des films récents, enfin voilà, essayez vraiment de trouver des choses qui vous plaisent dans la culture de ce pays, pour que du coup ben, la langue ça vienne avec l'envie d'apprendre la langue et l'envie de mieux comprendre cette culture et ce pays. Donc voilà, c'était toutes mes astuces, mes conseils, etc. sur comment devenir bilingue, comment s'améliorer dans une langue. Ça vaut évidemment pour toutes les langues et pas que l'anglais. J'espère que ça vous sera utile et que ça changera un peu des conseils habituels. Je pense que l'important c'est qu'il faut tenter plein de choses, parce qu'on est tous différents, on apprend tous les choses de manière différente, et que ben, du coup il faut tester, voir ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, ce qui nous convient, ce qui nous convient pas, ce qui fonctionne ou pas, pour avoir son propre système d'apprentissage. Et une fois qu'on a trouvé la bonne méthode, et ben, du coup il faut juste être patient, être consistant, et voilà. En tout cas, sachez que si vous êtes en train d'apprendre une langue et que vous êtes peut-être un peu frustré parce que vous apprenez pas aussi vite que vous le souhaitez, ou que vous avez atteint une espèce de plateau et que vous n'arrivez pas à aller au-delà, c'est normal, tout le monde vit ça quand on apprend une langue, c'est normal, faut pas s'inquiéter et ça passe. Et aussi ne perdez pas courage, parce que une fois qu'on atteint un très bon niveau de langue, qu'on peut être considéré comme bilingue, et ben du coup on respire et on n'a plus besoin de réfléchir autant. Parler anglais, comprendre l'anglais, le lire, l'entendre, ça devient vraiment de plus en plus facile, et on peut vraiment affiner son apprentissage entre guillemets. C'est-à-dire que moi, ce que je fais à l'heure actuelle, c'est j'enrichis mon vocabulaire autant que je peux, et aussi j'essaye de m'habituer aux accents que je trouve compliqués. Donc par exemple les accents écossais, du Pays de Galles, du nord de l'Irlande, ou bien même dans l'Angleterre, des accents comme je sais pas, Liverpool, Manchester, le Nord, ils ont plein d'accents un peu chelous auxquels on n'est pas forcément habitué en tant que français de base. Et du coup j'essaie vraiment de travailler sur la compréhension de ces accents-là, parce que quand je tombe sur des gens qui ont ces accents et que je suis au téléphone avec eux, ben, j'en ai encore des sueurs froides des fois, ça m'arrive encore, alors que pourtant vraiment l'anglais je le comprends parfaitement. Quand je parle avec quelqu'un qui a un accent auquel je suis habituée, vraiment je comprends tout sans problème, mais il y a certains accents qui font suer. Complicado. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi c'est vraiment des sujets dont j'adore parler, je suis vraiment passionnée des langues, d'apprendre les langues, d'apprendre les cultures, etc. Donc je vais voir quel genre d'autres vidéos je vais pouvoir faire, mais j'aimerais bien parler un peu des clashs de culture entre la France et le Royaume-Uni, ou bien parler des clichés sur les Anglais, est-ce que c'est vrai ou non, enfin bref. J'ai plein d'idées comme ça de petites vidéos que je vais pouvoir faire, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des idées ou des choses dont vous voulez que je parle, et voilà. Merci d'avoir regardé en tout cas, et à bientôt. Bisous.